Voilà, ça y est, nous, nous sommes installés. Donc, je laisse Eric va présenter l'équipe, donner la parole, faire circuler la parole dans votre équipe. Merci beaucoup de cette belle invitation. On va aussi poser des questions vives, hein, je pense, concernant le handicap, parce qu'il y a beaucoup parfois d'illusions et puis on est confronté à la réalité. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut démarrer. Eh bien, je vous laisse la parole, mesdames. Anaïs? Bonjour à tous. Moi, je suis Nathalie Constant, la correspondante handicap auprès des personnels. Bonjour, moi je suis Karine Verlot, je suis responsable du service phase, service d'accompagnement des étudiants à besoins spécifiques. Voilà. Eh ben, Éric Degas, donc professeur à l'Université de Bordeaux, mais surtout chargé de mission handicap. Voilà, alors un tableau qui n'est pas pédagogique parce qu'il dépasse, on va dire, Verdana 20. Hein. N'utilisez pas Times, hein, vous savez que ça met en situation de handicap certaines personnes. On va essayer de reprendre, mais moi j'ai noté des petites choses très intéressantes. Bah déjà, vous voyez, Anaïs est ici, elle a pu monter sur l'estrade. C'est quoi le handicap? Soyons factuels. Ici, il y a une estrade. Si une personne est en fauteuil, elle a son handicap et elle est vraiment en situation de handicap, elle ne peut pas monter sur l'estrade. Donc, vous voyez, déjà, l'espace n'est pas adapté. Ça, c'est le premier volet du handicap. On parle d'accessibilité aux bâtis, aux espaces, mais il y a aussi, bien sûr, l'accessibilité de type universel, au sport, à la culture, à la formation, à la sociabilité avec les amis. Et donc, le deuxième volet du handicap, si ce n'est pas lié au bâti comme aujourd'hui, eh bien, c'est le regard de l'autre. Hein, on dit souvent que le premier miroir, c'est l'autre. Et si ce miroir, il est déformant, s'il est brisé, eh bien, je ne vais pas oser, on l'a parlé tout à l'heure, je ne vais pas oser peut-être déclarer mon RQTH. Donc, c'est souvent le regard de l'autre, justement, qui va nous mettre en situation de handicap. La difficulté du handicap, c'est souvent de biologiser l'individu, l'essentialiser, c'est-à-dire le réduire à une seule de ses dimensions. Ça s'appelle l'essentialisation. Et on va voir petit à petit comment on peut passer justement de l'exclusion vers l'inclusivité, le concept que je préfère utiliser maintenant et que je développe, car on verra les freins et les limites à l'inclusion. Alors rapidement, quand même, quelques chiffres. Plus d'1 milliard autodéclarés de personnes sur le monde sont en situation de handicap et on oublie de parler également de leur entourage, qui sont aussi, entre guillemets, affectés, en tout cas leur homostasie familiale, de l'entourage, du professionnel, va justement être aussi en altérité. Donc en fait, on peut rajouter un tiers de personnes liées au handicap. Ensuite, je vois ici qu'il y a des étudiants, des enseignants, il y a aussi des syndicats, on est sur une tendance compliquée comme situation. Ce qui est intéressant dans le handicap, c'est de voir comme une théorie de la justice. On l'a dit tout à l'heure, ce qui sert à une minorité va servir à tous. C'est ce qui s'est passé hein, pour vous prenez un escalator, ça sert bien à tous maintenant, pas qu'aux personnes handicapées. Alors moi, j'ai des cheveux blancs. Les premières télécommandes pour les télévisions, c'était pour les personnes handicapées. Télécommande pour regarder la télévision. En général, en tout cas dans les premières représentations, c'était de dire oh ben, je vais me lever, je vais appuyer sur le bouton de la télé, je ne suis pas handicapé. Maintenant, je pense que tout le monde reste bien au fond de son divan. Et donc, vous voyez, ce qui sert à une minorité sert à tous, théorie de la justice sociale. Donc, en général, il y a un terme alors il y a des étudiants, donc je vais leur dire, il y a un terme en ce moment qui vient de paraître dans le dictionnaire français, s'appelle pardon, le validisme. Le validisme, c'est en fait de révéler que la norme, c'est les personnes ordinaires. Et que donc, forcément, une personne qui est différente de ces normes, eh bien, va être stigmatisée. Vous voyez? Et donc, on appelle ça le validisme. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut aller de l'exclusion, justement, vers l'inclusivité. Je vais en revenir. On a parlé de droits. Oui, il y a des droits, il y a des obligations et il y a aussi des incitations. Mais quand les incitations ne suffisent pas, eh bien, il faut passer aux obligations qui va nous permettre justement d'être dans une société non pas égalitaire, mais plus sur l'équité.
Ce qui est bien dommageable en général, c'est qu'on est toujours sur la biologisation de l'individu. L'individu, on est sur sa pathologie, à tel point que même là, encore au handicap, mais on en parlera à l'université, il faut d'abord l'avis médical. Si on regarde l'individu, non pas d'un point de vue de son inégalité vis-à-vis d'autrui, si on le place sur un plan d'égalité ou d'équité au départ, on aura une autre vision de la personne. Or, nous, on part du principe qu'il y a inégalité. Et donc, on va plutôt, vous voyez, biologiser l'individu et la personne va se sentir justement en dépendance, va se sentir justement en situation de personne dominée, c'est une violence symbolique. Donc, vous voyez en quoi c'est important. Alors, au départ, c'est l'exclusion. Là, on est bien dans le côté très pathologique de l'individu. Goffman parlait des stigmates, c'est-à-dire soit les tares du caractère, si j'ai un problème psychologique, soit justement les monstruosités du corps. Et ça renvoie, d'un point de vue philosophique, rapidement, au dualisme d'antan. C'est-à-dire que longtemps, l'humanité a identifié l'individu à la pensée et le corps à une machine. Quand une machine ne fonctionne pas, on la met au rebut de la société. Et donc, l'exclusion de l'Antiquité au Moyen-Âge, c'est ça. C'est en fait de dire je nais avec une pathologie, un handicap, donc qui n'est pas acquis au cours du temps, eh bien, on pouvait tuer la personne dès sa naissance. Là, on est dans l'exclusion. Et petit à petit, au fur et à mesure, mais attention, dans d'autres cultures, dans d'autres temps, c'est pour ça que j'ai voulu montrer cette slide qui n'est pas pédagogique, c'est simplement pour montrer que c'est écosystémique. Il ne faut pas réduire l'individu à sa pathologie, mais il ne faut aussi pas le réduire également il faut voir les avancées de la connaissance scientifique, les avancées de la société, de la mentalité, de la culture. En fonction des pays, en fonction de culture, on n'a pas du tout la même approche du handicap. Et on retrouve le deuxième volant du handicap, qui est la représentation que j'ai vis-à-vis de l'autre. Être en résonance avec autrui, c'est être en harmonie avec l'autre. Donc, Antiquité dans un premier temps, Moyen Âge, et petit à petit, justement, on a commencé à voir l'individu, non pas dans ce dualisme, mais comme un tout. Hein, je ne suis pas un corps, je possède un corps, je suis un tout. Et on tient compte, comme on l'a dit tout à l'heure avec l'intervention de la GFIP, bien entendu, ça dépend aussi de l'environnement. L'individu n'est pas du tout séparé de son environnement, il n'est pas dans un vide social, un petit peu comme le recto, vous voyez, le verso d'une feuille de papier, on ne peut pas séparer l'individu de son environnement. Alors, dans certaines cultures, quand un enfant naissait avec une malformation, par exemple, il était sacralisé, c'était un divin. Mais dans les deux cas de figure, on est dans les extrêmes. C'est-à-dire que soit c'est le rebut de la société, soit il est sacralisé. Il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça que j'irai vers l'inclusivité. Alors, vous voyez, si on chemine tout doucement, on sort du Moyen-Âge. À l'époque, au Moyen-Âge, quand on se saluait, quand on disait bonjour, on disait « Comment allez-vous du ventre ?» Vous voyez, on laissait plutôt parler les organes. Si on était bien, c'est que forcément, on avait une santé plutôt de type organique ou corporel. Donc, je vous dis, petit à petit, les représentations ont évolué, mais les représentations liées au handicap, malheureusement, ont la vie dure et elles perdurent, en tout cas, concernant les altérités entre les individus. Et on peut trouver toute forme de discrimination, bien entendu, on l'a entendu, qu'il soit de genre. Petit chiffre intéressant, une personne qui est handicapée, la double pleine, l'intersectionnalité, je suis une femme, je suis en situation de handicap, 2,5 fois plus de chance ou de malchance, donc d'avoir un travail. Si je n'ai pas un travail, là, petit à petit, je vais dans un sentiment de désaffiliation, c'est-à-dire que petit à petit, je vais m'éloigner de la norme et je peux après aller justement jusqu'au burn-out. Je suis dans un isolat de type sociologique, c'est-à-dire relationnel, le lien social justement se restreint, et d'un autre côté, je peux ne pas avoir de travail. Je ne vais pas rentrer dans la sociologie, mais il y a d'autres termes justement qui nous permettent de parler soit de désaffiliation sociale, c'est-à-dire que j'ai deux cas de figure, soit j'ai plus de lien social, je me retrouve de plus en plus isolé, soit je n'ai pas de travail. Donc, vous voyez, d'un côté, si je suis sans travail, c'est plutôt la précarité d'une personne qui est en situation de handicap.
Et si je n'ai pas de lien social avec autrui, eh bien, je suis plutôt en fragilité. Et je dis souvent, loin, justement, loin des contacts corporels, eh bien, à distance corporelle, distance sociale. Donc, il faut resserrer les liens, mais ça, c'est facile à dire et c'est pas évident dans les faits. À l'Université de Bordeaux, on a des recours, on n'arrive pas à satisfaire toutes les demandes. Il y a le principe de faisabilité, il y a le principe de réalité, mais on essaye d'être, j'entendais parler de management, oui, il faudra un management un peu plus capacitant, c'est-à-dire un peu plus empathique. Dans mes recherches, je travaille sur l'empathie, la résonance avec autrui, au prisme des altérités, et je pense que oui, une société manque un peu parfois d'empathie. Alors rapidement, pour pas trop perdre de temps, si je quitte un peu le Moyen-Âge, je vais aller non plus les mots faisant les choses, c'est important parce que les mots, petit à petit, dans notre conscience ou dans notre inconscient, vont aussi influencer nos modes parfois d'agir et nos pratiques et nos politiques publiques. Vous voyez, les mots résonnent comme ça, puis on s'habitue à ces mots. Alors, au départ, il y avait plutôt l'exclusion. Après, je vous ai dit, il y a une nuance entre la véritable exclusion, la désaffiliation ou encore la désqualification, on va dire, sociale. Là aussi, c'est une nuance, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, qui est très importante parce que c'est une sorte d'exclusion déguisée. On est catégorisé, hein, dès qu'on essentialise une personne, on est catégorisé, sauf qu'il y a des strates dans les catégories, et souvent les personnes handicapées sont plutôt au bas de l'échelle. Et c'est là que je vais me sentir justement souvent démuni, je vais me retrouver stigmatisé, j'ai un sentiment de dépendance et d'assistance vis-à-vis d'autrui, et ce sentiment fait que justement, est-ce que je vais oser me déclarer en situation de handicap? Vous voyez, il y a trois formes de visibilité qu'on peut avoir. Soit je revendique mon handicap fermement, et heureusement, beaucoup d'avancées sociales sont faites justement grâce à des associations, au tissu, excusez-moi, en plus j'ai une rage dedans aujourd'hui, donc j'ai hyper mal, mais bon, j'arrive à tenir. Vous voyez, le tissu associatif, bref, c'est souvent le groupe qui va permettre d'avoir des grandes avancées, Kouchner, etc. Il y a eu beaucoup de lois et d'obligations. Par contre, soit je me visibilise, je le revendique, soit je préfère rester dans l'invisibilité. Parce que justement, je me sens assisté, je suis dépendant, je me suis dominé, il y a une verticalité descendante, et là, j'ose pas. Et puis, alors, vu qu'il y a des enseignants, moi, je travaille aussi en microéconomie sur la théorie des jeux, eh bien, je peux jouer au passager clandestin. C'est-à-dire, j'attends un petit peu que les autres bougent pour moi, hein, comme peut-être là, on a vu dans les manifestations, certains ne vont pas manifester, et j'espère qu'en tout cas, on va obtenir une loi. Alors, c'est bien d'obtenir des lois, des obligations, quand l'incitation ne suffit pas. Mais les obligations, si on prend l'aménagement, comme vous avez parlé tout à l'heure d'aménagement, si on parle de droit d'aménagement raisonnable pour une personne qui travaille, ben oui, mais si elle ne revendique pas ses droits, cette obligation ne s'effectue pas. Donc, les droits raisonnables, vous voyez, c'est important, c'est dire oui, vous avez un droit, mais si vous ne le déclenchez pas, ce droit, eh bien, vous n'aurez pas d'adaptation. Donc, vous voyez que le deuxième volet du handicap, d'une situation de handicap, qui est le regard aux autres, au N+1, aux collègues, le maintien dans l'emploi, est-ce que je vais être gratifié? On parlait de burn-out tout à l'heure, le manque de gratification sur plusieurs formes impacte sur justement le burn-out. L'épuisement professionnel par la pression qu'on peut avoir en tant que personne handicapée, mais les accompagnants aussi. Avoir une attitude empathique vis-à-vis d'autrui, être en résonance, être aidant. Si on n'est pas aidé, d'ailleurs, regardez, des responsables d'une association, deux responsables de l'aidance, plutôt des femmes. Or, quand on n'est pas sur le cure, c'est-à-dire ce qui soigne, le médecin, la blouse blanche, il y a plus d'hommes. Quand on est sur le care, le souci de l'autre, ces métiers, justement, sont plus fragilisés et la paye est moindre également. Vous voyez, tout ça, je pense, c'est des luttes, non pas d'égalité, mais des luttes de place. Alors, quand on continue un petit peu au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que on s'est dit à un moment donné, heureusement qu'il y a eu peut-être des guerres qui ont fait que des personnes sont battues pour les pays et sont devenues donc infirmes, avec des handicaps. Que va-t-on faire de ces personnes qui se sont battues pour nous quand même? Et c'est là qu'on rentre dans l'assistanat. L'assistanat, la compensation financière, mais ce n'est pas la reconnaissance d'une personne. D'ailleurs, il y a un philosophe qui disait que la reconnaissance, c'est justement l'expérience
d'un non-déni. S'il n'y a pas l'expérience de la reconnaissance, eh bien, c'est une société du mépris. Vous voyez, donc à partir de là, il faut quand même réfléchir comment ça se passe. Donc, pour le cadre, vous voyez, on est assisté petit à petit, il y a des lois, hein, je ne vais pas les citer, qui vont aider, donner des impulsions, mais on n'est pas encore doté d'un statut social. Et on revient sur l'isolement social que j'ai dit tout à l'heure, qui peut disqualifier, bien sûr, des personnes. Voilà, grosso modo. Alors après, on est arrivé sur des lois à l'école, à l'université, mais plutôt à l'école d'abord et à la société, sur l'intégration. Alors l'intégration est assez intéressante, sauf que on retrouve le côté stigmatisant de la personne. L'intégration, c'est je dois me plier à la norme. Donc, quelque part, avec mon altérité, l'effort, il est sur moi, je dois me plier à la majorité. Donc ça, c'est l'intégration. Alors, vous voyez que la verticalité, elle est trop accentuée pour moi, trop accentuée, pardon, et en fait, elle est de l'individu vers la société. On doit se conformer à la norme, c'est-à-dire piller les chines, quelque part. Ça, c'est l'intégration. Puis petit à petit, on s'est dit, mais oui, mais attendez, il faut que la société, on l'a entendu. Alors, moi, je dis qu'elle n'est pas encore arrivée, c'est pour ça que je pense que ce mot d'inclusion peut être maladroit in fine. Alors, de l'intégration, on est passé à l'inclusion. On fête bientôt la loi du 11 février de 2005 pour des droits et l'égalité des personnes. Certes, à l'université, si on a ces fonctions, c'est parce qu'il y a eu des lois aussi, des chartes, comme la loi Floraso in fine de 2013, qui fait qu'on doit avoir un schéma directeur handicap, avoir une politique du handicap et essayer justement de la concrétiser. Des lois, c'est bien, mais la difficulté, c'est comment concrétiser ces lois. C'est l'écart entre ce qui est dit, l'ambition et ce qui est vécu. Et parfois, ça peut être un parcours du combattant. Et pourquoi, à un moment donné, cette inclusion? On parlait d'inclusion tout à l'heure. Donc, l'intégration, si c'est se plier à la norme, l'effort, il est sur les citoyens ou sur les élèves ou les étudiants. L'inclusion, le schéma est inverse. Mais il y a toujours cette verticalité. C'est-à-dire, c'est à l'école, à l'hôpital, à la société, justement, d'arriver à inclure tout le monde, c'est-à-dire accepter la diversité des uns et des autres, tout en ne gommant pas les différences. Edgar Morin parlait un magnifique concept qui s'appelle l'unicité, l'unité dans la diversité. Il faudrait peut-être y penser. Sauf que dans les mots, c'est intéressant, mais il y a aussi des mots, MAUX, liés à cette inclusion. Parce que tout le monde y croit, c'est du Baudelaire. Je monte, et puis à un moment donné, je vais vite redescendre parce qu'on me dit, mais la société, l'université, vous n'êtes pas assez inclusif. D'ailleurs, les recours commencent à arriver de temps en temps. Alors, parfois, on est assez privilégié, à d'autres universités, c'est pire, mais parce que oui, on attend beaucoup de l'université, on attend beaucoup de la société, on attend beaucoup des hôpitaux. C'est à vous de s'adapter aux politiques, de s'investir, et aux écoles, aux structures, aux services, justement, de s'adapter pour inclure les personnes. Mais ce n'est pas évident. L'accessibilité universelle de tout pour tous, eh bien, ce n'est pas un allant de soi du tout. Il y a encore beaucoup d'obstacles. Et donc, cet espoir qui est donné, cette ambition, eh bien, amène à la frustration, justement, par manque parfois de décision. Alors ça, on le retrouve, hein, bien entendu, ce marquage-là. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, dans The Conversation, et puis ça va nourrir un bouquin, mais on est plutôt maintenant, je pense qu'il faut aller vers l'inclusivité. Pourquoi? Parce que la verticalité, si dans le management, on dit qu'il faut toujours une verticalité, sauf qu'il faut savoir donner du sens, il faut savoir être capacitant et pour moi empathique, mais cette verticalité doit être un peu plus adoucie. Pour l'instant, elle est trop verticale dans les deux sens. Et donc, cette inclusion qui n'est pas encore atteinte, avec tous les obstacles, et on pourra en parler, même s'il y a des avancées énormes, hein, je reviens 20 ans en arrière, il y a des avancées, ça ne suffit pas. Le rapport au temps, le pouvoir du temps est vraiment important à savoir. Le temps des institutions n'est pas le temps des personnes en altérité. Et l'inverse est vrai. Le temps des personnes n'est pas le temps des institutions. Et donc, forcément, le temps peut devenir aussi conflictuel. Et donc, comment essayer de tenir compte de l'autre? Parce que vous voyez, les mots faisant les choses, l'inclusion, on pense que c'est la société de. Et on va se mettre en situation un peu de passivité, d'attendre, alors qu'on va voir tout à l'heure qu'il y a des personnes actives, des personnes sur handicap, qui président des associations, qui veulent faire bouger les choses. Alors, l'exemple que je prends souvent entre intégration et inclusion, pour être très simple, c'est imaginons une personne qui tombe au fond d'un trou.
un trou, on va dire 2,50 m, etc., de profondeur. Si je suis dans l'intégration, la personne va passer à côté de ce fossé. Elle va dire à la personne, « Hello, je suis là, allez, tends-moi ton bras, je vais te sortir de là. » Ah oui, mais il y a trop de distance. Donc, si la personne, la société, on va dire, hein, la structure, l'université, ne fait pas cet effort-là, la personne ne sortira jamais du trou, car l'effort, il est concentré que sur la personne. L'inclusion maintenant, schéma inverse. Hello, je vais venir vous aider, vous inquiétez pas. Et la personne reste un peu trop passive, attend cette aide, ne tend pas son bras. Eh bien, il n'y aura pas une rencontre, il n'y aura pas ce lien social et il ne sortira pas du trou. L'inclusivité, c'est justement essayer, quelque part, d'aller sur un mot où on n'est pas simplement sur une verticalité descendante, où on écoute vraiment la personne et où elle participe. On essaye modestement, il y a encore plein de choses à améliorer à l'université, mais on essaye de faire participer en tout cas nos associations, les étudiants. Un schéma directeur a été fait de façon ascendante. C'est pendant plusieurs mois, en 2015-2016, de faire participer l'ensemble pendant 6 mois des personnels et aussi des étudiants pour fonder ce schéma directeur et non pas très facile à faire un schéma directeur de 30 pages avec certains axes. Non, on a voulu voir la réalité qui était à l'université. Alors, vous voyez, l'inclusivité, quelque part, c'est dire, moi, je suis aussi président d'une association de jeunes adolescents et jeunes adultes atteints de cancer et de maladies rares. Souvent, la question qu'on peut entendre, que ce soit également Nathalie, que ce soit Karine, c'est OK, faites pour moi, vous voyez le côté inclusif, mais pas sans moi. Alors, c'est vrai, quand vous regardez les textes, l'inclusion est bien marquée, hein, participation active de tous. Mais souvent, c'est un leurre. C'est les décideurs qui décident. Et donc, la vraie participation, c'est justement changer un petit peu ce mot. Et l'inclusivité, c'est essayer de dire, eh bien, je vais essayer de faire selon mes moyens. Vous voyez, je reprends un peu le slogan de la sécurité sociale, qui est très beau, juste après la guerre, fait par un juriste et un homme politique du Parti communiste. Ben, cette rencontre a été belle, hein, on parle de trou de la sécu, vous voyez, les mots ont souvent des charges négatives, hein, au fur et à mesure du temps. Et bien là, vous voyez, c'était ça, j'ai repris ça pour l'inclusivité. Donc, faites pour moi, mais pas sans moi, de façon participative, active. C'est en fait, je vais faire selon mes moyens, je vais essayer de m'intégrer selon mes moyens et vous allez m'inclure selon mes besoins. Voilà un petit peu comment je vois l'inclusivité pour qu'il y ait un changement, car les mots faisant les choses, elles peuvent aussi changer les pratiques. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes ces périodes ont révélé des changements de mots qui accompagnent et qui scandent ces pulsations comme ça sur plusieurs siècles. Vous voyez, il faut du temps pour arriver quelque peu à tenir compte d'autrui. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole. Alors, bien sûr, oui, on m'a dit, n'oubliez pas de parler du schéma directeur handicap. Alors, bien entendu, en 2015, on a fait un schéma directeur, on a fait un second en 2021. Un schéma directeur, c'est du fait des lois et des différentes chartes que l'on voit en 2007, 2012 et 2013, a impulsé justement que les universités, au départ, c'était plus à l'école qu'il y avait un travail qui a été fait sur l'inclusion, et c'était justement d'avoir un chargé de mission handicap, d'avoir un schéma directeur handicap qui permet de lancer une politique, des actions, évaluer cette politique. D'ailleurs, on a essayé de faire des choses n'ont pas encore fonctionné, il y a encore des freins, beaucoup d'obstacles, sinon nos métiers ne seraient pas là. Et in fine, ces schémas directeurs, on est parti en 2015 avec 5 ou 6 axes sur l'accessibilité de type universel, l'accessibilité au bâti, l'accessibilité aux services, aux événements. On a fait un axe sur la communication, comment bien communiquer, parce que là aussi, je pense qu'on a du retard sur la communication. Informer, on l'a dit, mais une information, ça ne se donne pas, ça s'interprète. C'est un lien réciproque entre l'émetteur et le récepteur. Il y a souvent du bruit. Donc voilà, comment faire, voilà, comment impulser un peu ces résonances et cette attitude réciproque et empathique et participative. Donc voilà un petit peu ce qu'on a voulu faire. Il y a bien sûr l'axe qui est l'accompagnement des étudiants prioritaire. Les chiffres seront donnés après, c'est une grande université, l'Université de Bordeaux. Il y a également un axe sur la formation, un axe également sur la recherche, voilà, où on essaye de voir comment la recherche peut être appliquée
Alors appliquée au sens justement de la FIRA, auquel j'appartiens, c'est-à-dire c'est une fédération internationale de la recherche appliquée sur le handicap, c'est comment améliorer, on fait des recherches, mais pour améliorer la vie des personnes handicapées et de leur entourage et des professionnels. Ça s'appelle des recherches appliquées et non pas des recherches parfois hors sol. Donc, l'axe 4, 5, 6, je l'ai dit, sur la recherche. L'axe également numéro 7, j'ai un trou. C'est sur, oui, alors là, c'est important, c'est pour aujourd'hui. Sur l'insertion professionnelle, alors là aussi, c'est les obstacles. Hein. Il y a l'amont, comment venir à l'université quand je suis au lycée. Est-ce que j'ai des représentations négatives? Est-ce que je pense que l'université n'est pas accueillante? Il y a souvent des obstacles qui sont psychologiques, qu'on rend souvent physiques. Et puis, il y a aussi l'aval, la difficulté d'aller vers l'insertion professionnelle. Voilà un axe qui est fondé sur l'insertion pro, parce que je me dis, mais si on veut inclure, c'est bien, mais si, in fine, la volonté de l'individu, c'est d'avoir sa place et d'avoir un métier, si on n'obtient pas ce dernier échelon de l'inclusion, pourquoi on fait tout ça depuis l'enfance? Donc, l'insertion pro est importante. Le huitième axe, c'est également celui de Nathalie au niveau de l'accompagnement des personnels. Et ce qui est intéressant avec Anaïs, c'est que justement, elle a été accompagnée par Service Phase en tant qu'étudiante. Elle arrive à un bac entre bac plus 5 et bac plus 8. Elle finit sa thèse d'ici 2 ans à peu près, hein, dans 2 ans. Et donc maintenant, elle est devenue salariée car elle a eu un contrat à l'Université de Bordeaux. On a obtenu 2 contrats doctoraux fléchés handicap sur l'ensemble des contrats doctoraux de l'université. Voilà, ça n'avait pas été évident au départ, mais on a été la première université à justement avoir 2 contrats doctoraux, quels que soient les résultats du ministère, pour avoir une politique plus volontariste qu'attentiste. Donc, l'axe de l'accompagnement. L'axe 9 aussi, on a eu à l'université le premier référent numérique d'accessibilité numérique. Donc, on a un axe accessibilité numérique à l'Université de Bordeaux. Et enfin, le dernier, depuis 2021, pour le deuxième schéma directeur, c'est un axe sur la mobilité estudiantine à l'international. Parce que là aussi, dans un CV, il y a des étudiants, faire des stages, avoir une reconnaissance et une expérience professionnelle aussi à l'étranger est importante. Alors là, il y a des grosses difficultés. Très, très peu de nos étudiants vont à l'étranger. Là aussi, des freins, des obstacles. Et on va essayer de travailler là-dessus pour justement améliorer l'ensemble. Voilà. Je vous laisse la parole. On démarre sur les étudiants et l'accompagnement. Vous êtes encore là, c'est bon. Je vais continuer. Je vais essayer de faire assez simple et court. Donc moi, je m'occupe d'un service qui a pour mission d'accompagner les étudiants, notamment en situation de handicap. C'est besoin spécifique, ça a du sens. Je vais faire un petit peu pourquoi après. Mais la question qu'on peut se poser, déjà, c'est quand on parle de travail et handicap, c'est pour quel travail? Parce que il y a plein de travail possible. Il y a le travail choisi, il y a le travail subi, il y a le travail qu'on aurait voulu faire, qu'on fait. Et l'objectif quand même sur ces politiques handicap et l'enseignement supérieur, c'est de permettre à un jeune en situation de handicap de choisir aussi le métier dans lequel il va évoluer, il va aller, le type de métier, le niveau de recrutement, le niveau d'études qu'il veut faire. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut savoir que avant les lois handicap, la plupart du temps, les personnes en situation de handicap, alors je dis les jeunes en situation de handicap qui naissaient avec un handicap, n'avaient pas accès aux études et donc ne choisissaient pas le métier, prenaient ce qu'on leur proposait en fait. Après, l'évolution de la loi a fait qu'on s'est orienté sur tu as ce handicap, et ben, tu vas faire ce métier. Tu es aveugle, tu vas faire kiné. Tu es en fauteuil, tu feras de l'informatique. L'objectif pour un service comme le nôtre, c'est que ce ne soit pas ça. C'est qu'une personne avec son handicap, quelle que soit son histoire, son milieu, elle choisisse ses études. Petit aparté, les politiques handicap font que la grande majorité des étudiants en situation de handicap dans l'enseignement supérieur sont dans les universités, pas dans les écoles. C'est aussi quand même un révélateur du sens du service public. L'accompagnement pour nous des étudiants en situation de handicap, ça veut dire mobiliser les moyens. Alors, je pense que, je ne sais pas si les étudiants qui sont là se sentent concernés, mais on est d'accord que le handicap, ça peut survenir à tout moment. Que quand on est jeune, une maladie, un accident, ça peut arriver. Malheureusement, les troubles psychiques se révèlent souvent à l'âge jeune adulte.
nous, à l'Université de Bordeaux, on accompagne. Alors, j'ai vu les chiffres hein, de la prévalence des handicaps dans la société. C'est intéressant parce que, au contraire, nous, sur le service phase, la majorité des étudiants en situation de handicap qu'on accompagne sont des étudiants avec des troubles psychiques. C'est vraiment la grande majorité. Hein. Ni troubles bipolaires, anxiété grave, etc. D'ailleurs, la période du Covid a accentué hein, ce type de pathologie. Ensuite, on a des étudiants qui ont des troubles du langage, donc dyslexie, dyslexies, dyspraxie, etc. On a des étudiants qui ont des polyhandicaps, beaucoup de troubles différents, et beaucoup d'étudiants avec des maladies, des maladies graves, hein, les troubles moteurs, c'est pas très. Voilà, on en a beaucoup moins et ça évolue au fil du temps. Hein. On parlait d'accessibilité tout à l'heure, d'inclusion. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut combler le trou plutôt que de demander un effort des deux personnes, mais ça pourrait être une solution, combler le trou. L'accessibilité, c'est permettre à tous de faire des études. Quand on met des rangs, quand on enlève les estrades, à l'université, on les a enlevés là, dans la plupart des amphis. Sinon, un enseignant-chercheur ne peut pas être en estrade. Quand on met des rangs, quand on enlève les estrades, une personne en fauteuil peut venir sans se manifester. Si on veut monter dans un train ou prendre le métro à Paris, il peut se faire connaître quand on a un fauteuil. L'idéal, ça serait de pouvoir circuler sans se faire connaître. Ça, c'est ça l'accessibilité. Il se trouve qu'à l'université, il y a quelques années, vous voyez surtout des étudiants en situation de handicap. Pourquoi? Parce que l'université n'était pas accessible, le bâtiment. Et donc, ces étudiants étaient obligés de se signaler pour pouvoir rentrer dans les bâtiments, avoir une clé pour aller dans les ascenseurs, éventuellement se faire porte. Ça, c'est pratiquement terminé. Et donc, une personne en fauteuil peut très bien faire ses études sans se signaler. Et ça, c'est très important. Parce qu'on peut imaginer qu'on n'a pas envie forcément tous les jours de dire moi j'ai un handicap, alors il faut que je fasse ça, il faut que je. Voilà. Donc pour moi, ça c'est très important. Alors pourquoi nous, on accompagne beaucoup d'étudiants avec des troubles psychiques? Peut-être parce que l'enseignement, tel qu'il est conçu, n'est pas accessible complètement pour les étudiants avec des troubles psychiques. Peut-être aussi, oula, je ne savais pas que je pouvais une distinction des mots. Ou alors c'est une façon de dire qu'il faut que je accélère. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà, là, les étudiants avec des troubles psychiques ont aussi beaucoup besoin de liens, d'interaction. Et nous, notre travail, les chargés d'accompagnement du service, c'est vraiment de faire un travail de lien humain. Et ce que je veux dire aussi, moi, ça me gêne quand on dit les personnes handicapées. C'est nous, en fait. Hein, on a tous potentiellement une situation de handicap. Et l'idéal, c'est que ça ne se voit pas. Voilà, c'est pour ça que pour nous, l'université de handicap, c'est surtout du invisible. Petit rappel historique, donc 2100, la loi qui permet l'égalité des chances et la participation citoyenne des personnes en situation de handicap. Pour les universités, c'est des chartes 2016-2012 qui inscrivent dans l'ORI, enfin, conseil de mettre un service dédié et des personnels dédiés pour accompagner les personnes en situation de handicap. Sauf que là, voilà, l'étudiant doit se signaler. Donc, je rejoins la réflexion sur est-ce qu'il faut toujours se signaler ou est-ce que si la société est inclusive, si l'accessibilité existe sur le bâti pédagogique, ou est-ce qu'il y a vraiment besoin de se signaler? Quelques chiffres pour terminer. En cours de 2000-2005, dans la France, hein, sur toutes les universités, c'était à peu près 4 000 étudiants en situation de handicap. Là, c'est 40 000 environ. Ça représente à peu près un peu plus de 1,8% des étudiants. À l'Université de Bordeaux, on a un petit peu plus. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Parce que si normalement c'est accessible, on ne se signale pas. Voilà, c'est des petites remarques. Et puis voilà, moi je suis quand même attachée à l'idée de droit. Quand on vient dans l'université, on a des droits. Et que ces droits, tout doit être mis en place pour que ces droits soient respectés. Petite remarque, et après je m'arrête, avec l'âge bien sûr, de la retraite,
On va avoir de plus en plus de personnes salariées pour avoir des reconnaissances de handicap, bien évidemment. Et donc, de plus en plus de jeunes en situation de handicap qui vont avoir du mal à rentrer dans le monde du travail. Parce que je pense qu'à situation égale, on préférera conserver une personne déjà en poste avec une situation de handicap plutôt que de recruter un jeune diplômé en situation de handicap. C'est une petite réflexion. Je suis d'accord. Merci. Donc moi, je suis donc la correspondante handicap auprès des personnels de l'Université de Bordeaux. Donc je suis missionnée en fait par le président de l'université pour légitimer un peu ce positionnement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'université effectivement fait de la formation, de la recherche, mais l'université c'est aussi un employeur. Aujourd'hui, l'université donc est le troisième plus gros employeur public de la Nouvelle-Aquitaine, avec environ 6 000 personnels, dont 3 200 sont des enseignants-chercheurs, et 2 800 sont des personnels qui sont là pour les accompagner dans leur mission en soutien. Donc ces personnels, ce sont des personnels de bibliothèque, des personnels techniques, administratifs, de santé, etc. Donc, effectivement, je remercie Madame Couder parce qu'elle va me permettre de raccourcir mon intervention parce que, en fait, elle a affiché vraiment le niveau de mission aujourd'hui. Je rappelle, alors, je ne vais pas rappeler la réglementation parce que je pense qu'on en a suffisamment parlé. Simplement, j'ajouterais que moi, la mission de correspondante handicap, elle découle notamment de la loi de la transformation de la fonction publique, la loi de 2019, dans un article, donc qui est l'article 92, et qui oblige les employeurs publics à faire en sorte que tous les agents puissent faire appel à un référent handicap, qui fixe les missions de ce référent handicap et également qui aménage les conditions d'entrée dans la fonction publique. Donc, qui permet à des personnes en charge d'emploi d'entrer dans la fonction publique via des procédures particulières d'emploi. Donc, moi, j'ai plusieurs missions. Alors, je vais peut-être refaire un petit point sur toutes ces missions parce qu'effectivement, à l'université, il y a beaucoup d'acteurs en fait, qui travaillent autour du handicap. Donc, nous avons effectivement des référents handicap qui accompagnent de manière individuelle et les étudiants et les personnels, chez nous, des assistantes sociales qui sont également référentes handicap. En tant que correspondante handicap, je suis également référente handicap. Donc, je fais de l'accompagnement individuel auprès des agents. Donc, effectivement, nos ministères de tutelle, donc l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, ont fait le choix de nommer cette fonction de correspondant handicap qui inclut également des missions de sensibilisation, de communication, de formation, d'information sur du handicap, qui inclut également En fait, moi, je suis chargée de projet. En réalité, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a à l'université notamment mené des projets en matière de collaboration, de conventionnement aussi, de partenariat. Nous avons notamment conventionné avec le FIPHFP, donc on a entendu parler beaucoup de la GFIP, mais pour la fonction publique, lorsqu'on n'atteint pas ce fameux taux de 6% d'obligation d'emploi, on se doit de verser une contribution auprès du fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. Voilà. Et ce fonds, donc, est un peu commun, qui peut effectivement être sollicité par les agents de la fonction publique et les structures de la fonction publique pour financer les recrutements et notamment le maintien dans l'emploi. Donc, moi, j'ai 2 postes pour l'université. Comme l'a dit Eric également, je suis en charge de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris dans le cadre de notre schéma directeur du handicap sur cet axe particulier donc, dédié au personnel. Donc, nous avons pris des engagements, notamment dans le cadre de la convention assez forts, notamment sur l'axe des recrutements. Nous nous engageons à recruter à l'université tous les ans sur tout support de poste, que ce soit des contrats à durée déterminée, des CDI, sur les concours, bien entendu, mais pour tous les profils également, que ce soit des profils d'enseignants comme des profils de personnels administratifs et techniques. Donc, on a fixé des chiffres parce qu'on fonctionne beaucoup comme ça, mais
à savoir, dans le cadre de notre conventionnement, nous nous sommes engagés à embaucher 20 nouveaux agents en situation de handicap tous les ans. Voilà. Donc, c'était déjà le cas avant cette convention. Dans le cadre du premier schéma directeur handicap, effectivement, on a vu notre taux d'emploi doubler en quelques années. On avait un taux d'emploi à hauteur de 2,50-2,60% en 2017-2018. Aujourd'hui, à l'université, nous accompagnons 5% d'agents en situation de handicap. Voilà, ce qui représente à peu près 300 agents accompagnés. Donc, l'accompagnement, comme on en a parlé tout à l'heure, mais l'accompagnement, c'est vraiment de l'arrivée de l'agent. Déjà, on travaille sur le recrutement, hein, c'est une émission aussi, mais c'est dès son arrivée dans l'établissement. On l'accompagne donc à être bien intégré. On va parler aussi dans les équipes. On l'accompagne au maintien dans l'emploi tout au long de sa carrière, mais on l'accompagne également dans le cadre de son évolution professionnelle. Vous en avez parlé tout à l'heure, madame, effectivement. Au jour d'aujourd'hui, dans la fonction publique notamment, on a des moyens d'accompagner les personnes pour les faire évoluer. Il y a des procédures particulières qui sont en place, notamment le détachement sur leur poste de travail. Ça, ce sont des droits particuliers ouverts aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, moi, je ne suis pas, médecin, je ne suis pas psychologue du travail, je ne suis pas assistante sociale. En fait, je travaille avec toute une équipe pluridisciplinaire. À l'université, nous avons 3 médecins du travail, nous avons une psychologue du travail, une ergonome préventrice. Nous avons également 2 assistantes sociales, comme vous dites, qui sont aussi référentes handicap. Nous avons également un service de conseil et d'accompagnement au projet professionnel, qui est là notamment pour prendre en charge le dossier des personnes qui, malheureusement, se retrouvent déclarées inaptes sur leur poste, sachant qu'à l'université, la priorité, c'est bien le maintien dans l'emploi. Et on essaie de trouver les meilleures solutions possibles pour essayer de maintenir nos agents à l'Université de Bordeaux, que ce soit sur leur poste ou en les reclassant ou en les réaffectant. Donc ça, on a aussi pas mal, effectivement, d'agents dans ce cas-là en ce moment, notamment des agents qui sont les agents d'entretien, qui sont là depuis de nombreuses années voilà, qui malheureusement déclarent des pathologies, on a parlé tout à l'heure de pathologies particulières, et que l'on se doit d'accompagner vers de nouvelles affectations en interne à l'université. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, également, oui, dans le cadre de nos partenariats, vous avez parlé aussi de Cap Emploi. Cap Emploi est un partenaire très important pour l'université aujourd'hui. On a vraiment développé notre partenariat sur ces 2 volets. Donc, sur le volet recrutement, à savoir que Cap Emploi nous accompagne dans la recherche de candidats. Parce que nous avons des postes à l'université. Aujourd'hui, l'université ouvre entre 300 à 400 postes par an. Voilà, sur tout support confondu. Donc, on a des postes, mais la difficulté pour nous aujourd'hui, c'est de trouver les compétences qui peuvent répondre aussi à ces postes-là. Donc, Cap Emploi nous accompagne dans cette perspective-là. Et puis, Cap Emploi nous accompagne beaucoup aussi sur le volet maintien dans l'emploi. En tant qu'établissement conventionné avec le FIPHFP notamment, nous bénéficions de l'expertise de Cap Emploi, de ces fameuses prestations dont vous avez parlé tout à l'heure. Je vais vous donner des exemples, je pense que c'est les plus parlants. J'accompagne une enseignante-chercheur, une enseignante, qui enseigne en informatique dans une salle. Et dans cette salle, donc, elle accueille environ 30 à 40 étudiants. Donc, toute la journée, vous avez des étudiants qui tapent sur le clavier, et qui parlent plus ou moins, bien sûr, heureusement. Donc, il y a quand même un bruit de fond qui est assez conséquent. Cette enseignante, elle a des problématiques auditives assez lourdes, elle est très malentendante, très bien équipée, mais très malentendante. Et du coup, elle s'est retrouvée, au bout d'un certain temps, en difficulté pour enseigner dans cette salle, jusqu'à en arriver à se dire, je ne vais pas pouvoir continuer, parce que ce bruit toute la journée me gêne énormément. Donc, nous avons fait appel à Cap Emploi, partenaire, qui, Cap Emploi, a mis en place une PAS auditive, une prestation d'appui spécifique auditive, qui nous a permis de bénéficier, en fait, de l'expertise de l'INSA, qui est l'Institut régional des sourds et aveugles, et de bénéficier de références de surdité qui sont venues, viennent, en fait, sur le poste de travail, étudier le poste de travail, l'environnement, et proposent des solutions. Donc, une des solutions que nous avons pu mettre en place, notamment, c'est le fait de positionner
des panneaux acoustiques, en fait, dans la salle. Le fait de dire, ben voilà, pour cette dame, cette salle-là est réservée prioritairement. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'enseigne que dans cette salle-là. On lui a aussi fait tester pendant plus d'un mois des équipements dédiés avec des tout petits micros qui sont positionnés à proximité des étudiants et qui permettent en fait d'éviter tous les bruits parasites et de renvoyer la parole de l'étudiant directement dans la prothèse de la personne. Voilà. Tout ça pour vous dire que, à la faveur de ces aménagements, elle est aujourd'hui maintenue sur son poste et dans de meilleures conditions. L'idée, bien sûr, c'est de maintenir à tout prix sur le poste de travail, c'est de maintenir dans les meilleures conditions possibles et le plus longtemps possible. Voilà. Donc, on prend en charge énormément d'équipements à l'université, surtout ce dont vous avez parlé tout à l'heure. On prend en charge, par exemple, le reste à charge des prothèses auditives. L'université prend en charge intégralement le reste à charge des prothèses auditives. On considère que la prothèse auditive ou les prothèses auditives sont un aménagement de poste nécessaire pour le maintien dans l'emploi. On prend en charge les transferts domicile-travail, travail-domicile pour les agents qui ne peuvent plus se déplacer par leurs propres moyens ou se déplacer en transport en commun. Tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, les aménagements, qu'ils soient techniques ou organisationnels, on tente de les mettre en place. Voilà, voilà, puis ça fait partie de la politique de l'université, d'aller vers ce maintien dans l'emploi dans les mêmes. Voilà, donc moi, à mon niveau, j'accompagne beaucoup d'agents. On fait donner une petite idée, l'année dernière, il y a environ 55 agents qui ont pu bénéficier d'aménagements de postes divers, hein, que ce soit organisationnel ou technique. Cap Emploi nous a accompagnés sur une trentaine de situations avec des pathologies très, très différentes. Hein, voilà. Alors, peut-être qu'Anaïs en parlera, mais tout à l'heure, on a parlé de typologie, en fait, un peu de cases de pathologie. Je suis très réservée par rapport à ce classement des pathologies parce que moi, par rapport à mon expérience aujourd'hui, en fait, quand je rencontre des agents, on se rend compte que bien souvent, ils ne dépendent pas que d'une seule case. En fait, souvent, il y a de la pluripathologie. Voilà. Donc, je suis assez réservée par rapport à cette espèce de classement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup, mais je répondrai à vos questions avec plaisir. Et puis, je laisse un micro à Anaïs qui va vous faire part un peu de son expérience à l'université. Alors, ça va être beaucoup moins sérieux et beaucoup plus sur la forme du témoignage. Donc, là, quand vous le voyez, vous vous dites, cette personne n'est pas du tout handicapée. Non, cette personne-là n'est pas du tout handicapée. Or, je utilise un peu de donc, c'était pour insister sur cette idée-là que le handicap, c'est pas lié. Si je ne prends pas mon fauteuil roulant, si je ne prends pas quelque chose de visuel, les gens ne vont pas le voir. Et ça me permet aussi de rebondir sur la question, est-ce qu'on le dit ou on ne le dit pas dans un entretien de recrutement? C'est la question. Là, c'est une grosse question et en fait, ça va dépendre de chacun. Je vais essayer toutes les stratégies. Alors, la stratégie de ne pas le dire et de le dire qu'à la fin, parce qu'on est obligé de le dire. Moi, je suis obligée de le dire parce que j'ai beaucoup de difficultés qui vont impacter le poste après. Je suis obligée de le dire. Je le dis à la fin. Là, la personne prend peur. La personne prend peur et c'est fini. Il n'y a plus, même si je suis quelqu'un de très motivé, très passionné par tout ce que je fais. Voilà. Alors que quand mon fauteuil, de retourner ma carte pour la récupérer le voix, là, le récupère quand on le voit, il dit ok, d'accord, je sais qu'il va falloir qu'on en parle pour savoir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, toutes les stratégies sont bonnes. Il faut expérimenter des stratégies pour trouver la bonne. Et malheureusement, se prendre des mieux. Alors, exemple, je ne vais pas parler de l'Université de Bordeaux là pour l'instant. Exemple sur les jobs d'été. Et je vais envoyer aussi un message à la GFIP par rapport à ça. Les jobs d'été pour les étudiants en situation de handicap, c'est compliqué, voire vraiment impossible. Il faut vraiment être déterminé. Heureusement, je suis suffisamment pour réussir à trouver un job d'été. Et vous, étudiants dans le fond, vous savez mieux que personne
que ces jobs-là sont parfois indispensables parce que les familles ne peuvent pas forcément financer les études. Et si on rajoute le coût du handicap, parce que oui, être handicapé, ça coûte cher, ça coûte plus cher que de vivre normalement sans handicap, et on a encore plus besoin de ces jobs-là sur les vacances scolaires. Et malheureusement, actuellement, en tout cas, moi, dans mon parcours personnel, je n'ai jamais réussi à avoir des solutions proposées par des partenaires. J'ai fait appel aussi à la GEPIC, mais malheureusement, c'est des contrats où on signe un contrat trop tard pour les aménagements. Donc, je pense qu'il y a aussi de la sensibilisation auprès des employeurs qui emploient des jeunes sur des vacances scolaires à faire pour qu'ils savent employer ces jeunes, même si les acteurs comme la GEPIC ne peuvent pas forcément intervenir parce qu'ils n'ont pas les moyens humains et financiers parfois de le faire, et temporels. Et donc, du coup, je voulais parler notamment d'une expérience que j'ai eue sur un job d'été. J'avais un job d'été que j'adorais, que je pouvais plus faire, que je ne pouvais pas aménager. Donc, j'ai recherché un autre job d'été. J'avais un CV dans la vente en béton. Je me suis présentée en fauteuil roulant à un stand de McDo. Alors là, les étudiants derrière qui ont payé un McDo, ils disent McDo pour fauteuil roulant. Comment elle a fait? Et je suis tombée sur l'employeur rêvé, l'employeur est à fond dans l'inclusion, qui est vraiment demandeur à employer des personnes handicapées. Et ce n'est pas tous les McDo, parce que c'est le seul McDo de toute la communauté urbaine de Bordeaux qui a même daigné me répondre, parce que les autres n'ont moins pas répondu. Et lui, il a trouvé tout de suite, il m'a dit, votre CV, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait pour que vous puissiez travailler? Voilà, il a accepté, et après, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit bien pour toi? Et au final, j'ai pu travailler pendant 2 mois à McDo sans aucun problème. Il a suffi qu'on me mette un poste assis. C'était un aménagement qui n'était pas très contraignant, une chaise. Bon, après, il y a eu de l'organisation humaine derrière parce que c'est des postes comme on fait sur, par exemple, vous disiez qu'on tourne sur différents postes. McDo, c'est clairement ça, on tourne sur différents postes. Ben là, il n'y a pas eu de souci. J'avais un emploi du temps qui faisait que j'étais sur des périodes où on avait besoin de moi à 100% au drive. Je travaillais que sur ces horaires-là. Qui a fait que ça n'a pas posé de problème par rapport à l'organisation, par rapport à la surcharge de travail pour mes collègues. Parce que c'est prévu temporellement. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de l'Université de Bordeaux. Donc, j'ai été accompagnée en tant qu'étudiante par le service PAS. Ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, on disait que souvent, les handicaps apparaissaient à l'âge jeune adulte. Et j'en suis le témoin. Je suis née avec un polyhandicap, mais je n'ai été diagnostiquée qu'à 19 ans. Donc voilà, on voit tout à ce moment-là. Et là, du moment que j'ai été accompagnée par le service PAL, mes notes ont doublé. Mes notes ont doublé parce que mes besoins étaient enfin comblés. Donc, on voit bien que des petits aménagements comme un petit peu plus de temps pour les épreuves pour se relire parce que je suis multi-10 et que je fais 10 fautes par ligne, donc j'ai besoin de beaucoup de temps pour me relire. Rien que ça. Mais t'es en thèse. Et je suis en thèse. C'est notre problématique. Et rien que le tiers-temps m'a fait doubler mes notes. Ce n'est pas un aménagement qui est plus important. Il y a d'autres aménagements que j'ai qui sont plus techniques. Donc, la clé, c'est vraiment ces aménagements. Même au travail, je bénéficie d'aménagements mis en place avec Nathalie Constant, qui me permet de rester assis toute une journée à mon bureau, ce qui n'aurait pas été possible sans aménagement. Après, c'est toujours la question, est-ce qu'il faut se déclarer ou pas? Et là, c'est une grosse question, et malheureusement, c'est une question individuelle de chacun. Au tout début, je ne m'étais pas déclarée parce qu'il y a toujours des phases de déni. Et c'est en ça que je trouve que la démarche de lisser l'accessibilité pour que les personnes puissent venir sans se signaler, c'est bien parce que je suis aussi du côté professeur
Et cette histoire d'estrade enlevée, ça m'intéresse parce que du coup, ça me permet de pouvoir enseigner sans appeler Allô, est-ce qu'on pouvait installer une rampe dans tel amphithéâtre parce que j'ai cours lundi de 8 à 10. Je n'ai pas besoin de faire ça parce que les lieux sont déjà prévus. Et c'est sur cette universalité que je pense qu'il faut qu'on aille. Et enfin, qu'on n'y ait pratiquement plus besoin qu'il y ait nous qui devons signaler, exprimer nos besoins, mais c'est pas forcément exprimé, et les acteurs qui essaient de proposer des solutions. Je pense que dans peut-être une centaine d'années, ce serait bien qu'on soit dans une société où ce soit universel et que tout le monde puisse évoluer dans le même environnement sans qu'il y ait à chaque fois une difficulté, des démarches à faire, une difficulté ou une démarche à faire. Et c'est aussi ce fait-là qui est épuisant dès que les gens eux ne se déclarent pas. Parce que c'est fatigant, c'est épuisant, c'est éreintant de se déclarer. Et au bout d'un moment, on peut craquer. Donc voilà, et je vais m'arrêter là et répondre à des questions si j'en ai pas. Merci beaucoup en tout cas. Je crois qu'on a un panel de complémentarité de paroles qui ouvrent probablement beaucoup de points d'échange. Alors, l'idée se donne jusqu'à l'avant-dernier carat, dernier maximum pour ces questionnements échanges. Et bonjour. Pas en tant qu'enseignant collège en secteur. J'ai bien vu votre et c'est intéressant sur les passages de l'exclusion à la ségrégation, de l'intégration et de l'inclusion. Nous, en septembre, à l'intérieur de collège, donc, de l'intégration, pose la question de l'inclusion sans les moyens. À un moment donné, si l'inclusion n'est pas accompagnée de moyens, c'est un saut en arrière quand on parle de l'exclusion. C'est ça. Et finalement, sur le terrain, les collègues qui sont en, je ne sais pas, mais les collègues qui sont en classe en première, on constate que cette inclusion sans moyens humains, on sait qu'être ESH aujourd'hui, on sait aussi d'avoir un salaire de 800 € par mois, la précarité qui va avec, ça ne va pas être ESH. On sait aussi le nombre d'élèves par classe et pour un enseignant d'accueillir un élève en situation de handicap dans sa classe sans moyens supplémentaires. Et finalement, c'est bon ni pour l'élève et c'est bon ni pour l'élève, il n'est pas pris en compte quand ça. La difficulté n'est pas prise en compte et en tout cas c'est compensé. Et au final, on ne peut pas finalement un système d'exclusion, finalement l'élève est en classe, il sort du système scolaire. Je pose donc la question de l'inclusion sans moyens, parce que finalement, ce n'est pas une émission pour réduire les coûts. Faire des structures comme la SECPA, par exemple, et aussi peut-être un peu trop cher pour l'éducation nationale. Vous répondez justement au fait que l'inclusion, s'il n'y a pas les moyens, eh bien, on va arriver vers le fait de se sentir exclu, hein, pas exclu, mais se sentir exclu, discriminé. C'est ça qui est important. Vous parlez de SECPA, là aussi, enfin, moi j'ai travaillé beaucoup dans des recherches dans les écoles, alors aussi bien SECPA que les ULIS, où maintenant les ULIS, c'est par catégorie. Autisme, c'est plus simple. Vous voyez, on catégorise même dans les ULIS. Et en fait, on veut le tout inclusif. Et le tout inclusif, c'est aller en classe ordinaire. Et on demande à l'enseignant d'être dans une pédagogie de type différencié, bien sûr, et qu'il arrive à s'occuper de l'ensemble. Donc, vous avez raison. L'inclusion nous dit on doit être inclusif et parfois, on n'a pas les moyens. Donc, on est là pour, vous voyez, c'est un peu les méthodes Nudge, hein, on va essayer d'accompagner, d'être paternaliste,
mais c'est inadapté. Pas pour tout, hein. Il y a 20 ou 30 ans, c'était pire. Attention, hein, je ne suis pas défaitiste, hein, sinon je ne serais pas là. Voilà, on s'améliore, mais je pense que le pouvoir du temps fait qu'on n'est pas dans les temps des altérités. C'est ça qui est un petit peu gênant. Et donc, il y a un de nos collègues qui est à Bordeaux, d'ailleurs, qui a écrit un ouvrage sur les SECPA, Ni fou ni gogol, c'est le titre. Et en fait, il reprend le verbatim de ces jeunes. Car on a fait beaucoup d'études où quand on va en classe ordinaire, mais que de temps en temps, on est étiqueté, ce qu'on appelle toujours l'entre-deux. En fait, une personne handicapée est toujours dans l'entre-deux. Donc, j'y vais de temps en temps dans le milieu ordinaire, mais j'ai quand même un espace avec une étiquette. Je suis en SECPA ou je suis en Ulysse. Et donc, c'est pas évident. Donc, voilà, travailler sur l'environnement. L'environnement façonne aussi, c'est pas des simples décors, les espaces, les cloisons, comment faire une école justement qui n'est pas cloisonnée ni étiquetée. Ça, c'est important. Il y a des facteurs d'influence de l'environnement. Alors là, je suis avec des spécialistes, mais justement, l'environnement va impacter aussi sur les manières d'être et d'agir. Et donc, par rapport à ce que vous dites, oui, je pense qu'il y a encore des difficultés d'adaptation et que l'inclusion est malheureusement, en tout cas l'inclusion totale, où l'inclusion, je ne sais pas si c'est mon micro, ouais, c'est mon micro, bon, tant pis. Hop. Voilà, donc le manque de moyens, alors ça peut être humain, ça peut être matériel, ça peut être culturel. On le disait, est-ce qu'on ose ou pas se déclarer? Est-ce qu'on se donne les moyens de se dire, est-ce que j'ai la potentialité de choix et de décision? Ça ne veut pas dire que je vais faire mon choix, mais est-ce que je peux être en situation de me dire, j'ai une potentialité de choix et de décision, qu'on appelle le libre arbitre. Mais est-ce qu'on a les moyens? C'est souvent la méconnaissance qui amène un manque de reconnaissance. C'est ça qui est compliqué. Donc, vous avez raison, c'est pas évident. L'école fait mieux. Il y a eu une fois un ouvrage qui est sorti, c'était en 2012, c'était Peut mieux faire. C'est un peu ça, je pense. Que, voilà, on peut toujours mieux faire. Il y a encore des freins. D'intervenir pas du tout sur le volet voilà, collège, etc., mais plus par rapport au volet personnel que moi j'accompagne. Effectivement, je pense que ce qui est très important aussi, c'est de bien faire connaître les droits, parce qu'il y a très très souvent effectivement une méconnaissance des droits. Et j'ai envie de dire, on n'est pas une situation de handicap qui ressemble à une autre situation de handicap, et toutes les situations de handicap ne nécessitent pas derrière des coûts. Voilà. Parfois, il suffit simplement aussi de favoriser la communication dans la structure. Alors, à l'université, on a fait le choix d'aller aussi faire le pari que plus on va en parler, plus de personnes vont en parler et se saisir en fait de ce sujet-là, et plus ça va être aidant pour les personnes aussi d'aller se faire connaître. Donc, en septembre, là, on a mis en place ce qu'on appelle un réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs handicap auprès des personnels. Donc, je suis ravie parce que Miguel, de nos ambassadrices, est là aujourd'hui. En fait, ce réseau, c'est un réseau qui a été mis en place justement pour aller informer au plus près les agents sur les droits ouverts à l'université, l'accompagnement possible, quelles sont les personnes ressources. Voilà. Et ce réseau est là aussi pour sensibiliser en fait l'ensemble de la communauté à la situation de handicap. Donc, je pense que ça aussi, c'est important aujourd'hui de se dire que toutes les situations de handicap ne demandent pas forcément à ce qu'il y ait des moyens financiers derrière. Et souvent, on se rend compte que simplement le fait d'en parler dans une structure, le fait que la situation de handicap soit mieux connue, mieux reconnue, peut être très, très aidant en matière de maintien dans l'emploi. Je suis enseignant en lycée. J'ai deux questions. La première, c'est la question de l'activité. Il y a des questions qui peuvent appartenir. Bien, et la question que vous posez, c'était, quand nous qui voyons des élèves à besoin particulier que manque de consultant dans les lycées qui arrivent, on a toujours l'impression que finalement la construction qu'on appelle le café, qui a terminé, est toujours un peu sans l'élève. On a toujours quelque chose de descendant, chose qui vient être posée par le monde médical, qui doit faire, et le monde enseignant qui est en série là, mais donc, la question de la présidence, c'est est-ce que l'université prend vraiment en compte la parole des personnes handicapées, est-ce qu'elle écoute vraiment?
Est-ce que, je dis votre nom, que vous êtes secrétaire, je ne vais pas le sentir. Non. Mais est-ce qu'en reconnaissance de notre handicap à la discussion dans cette société, est-ce qu'à ce moment-là, on a bien pris en compte votre parole, ce que vous avez écouté, ce qu'on a pris en compte, est-ce que nous aussi, on devrait être plus attentifs à la parole de ces adolescents pour la construction, l'accompagnement de ce métier? Merci à vous. Alors, j'ai été très écoutée. En fait, on m'a laissé la parole, on m'a dit, on m'a expliqué. En fait, que ce soit côté étudiant ou côté employé, à chaque fois, c'est la personne présente des options générales. Et après, on me laisse la parole, mais la parole libre, je peux dire tout ce que je veux. Et si moi, j'ai du mal à exprimer des besoins, la personne en face peut faire de la guidance. De la guidance très générale sans rentrer trop spécifiquement pour éviter de soulever moi ma réponse après. Et sur le lycée, je peux répondre aussi un petit peu. Je n'étais pas reconnue au lycée, mais j'ai des adhérents et j'ai une bénévole dans l'association que je préside en 2022 qui est au collège. Et c'est une demande de tous les élèves de pouvoir exprimer des besoins. Parce que la plupart du temps, les médecins vont mettre des choses, mais ce n'est pas forcément la réalité des besoins que l'on a. Des fois, le médecin, il a sa vision pathologique. Ah, tu as telle maladie, donc tu as tel besoin. Alors que chaque personne qui a la même maladie n'a pas les mêmes besoins. Moi, j'ai une maladie qui, en plus, a sous-trestiques, qui, dans les sous-trestiques, ont des manifestations diverses. Et il y en a certains qui sont en fauteuil roulant, il y en a qui ne sont pas en fauteuil roulant, il y en a qui ont des dissociés, il y en a qui ont des troubles auditifs associés, etc., etc. Donc, je pense que c'est vraiment la clé. Il faut laisser la parole. Si la personne en face n'est pas capable de le faire de manière autonome, on peut toujours l'accompagner à le faire. Je pense à des handicaps mentaux un peu plus lourds où la personne a besoin d'être un peu plus guidée dans son discours. Mais c'est vraiment quelque chose de très important et quelque chose de vraiment exprimé par la communauté que nous représente l'association. Juste, moi, je voudrais rajouter un mot, parce que moi, j'ai accompagné quand même beaucoup d'étudiants. Non seulement on leur laisse la parole, mais on essaye de leur laisser le choix dans le type d'aménagement. C'est-à-dire que nous, on va, comme disait Anaïs, on va les aider à verbaliser le problème. On connaît l'environnement, donc on sait un petit peu à quoi ils vont s'attendre. Et ensuite, on leur dit, face à ça, il y a tel choix, tel choix, tel choix, tel choix. Et maintenant, à toi de voir ce qui convient. Et parfois, on sait que c'est le mauvais choix, parce que, voilà, mais on les laisse. Juste une question. Je voudrais juste, je m'interroge sur les difficultés qu'il y a à mettre en œuvre tous les éléments politiques. Et puis la réalité, je dirais, de nos établissements, que ce soit privé ou public, c'est-à-dire les équipes professionnelles qui sont sous tension, qui ont des objectifs à atteindre et qui ont la plupart du temps, pas souvent les moyens, et au sens large, hein, pour justement réaliser les objectifs qu'on leur a assignés. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez, dans votre pratique, j'imagine, vous avez dû rencontrer ces difficultés? Alors ça, c'est l'aspect, je dirais, structure. Et puis, il y a l'aspect environnement professionnel. Comment faire avec les collègues, quelquefois ne connaissent pas les handicaps de leurs collègues, et qui interprètent, je dirais, de manière négative, souvent, je dirais, les insuffisances, entre guillemets, d'efficacité professionnelle dans un secteur. Engagé. Alors, depuis le départ, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La priorité, c'est que l'agent se saisisse lui-même de souhait d'être accompagné. Voilà. Si à la base, l'agent ne fait pas la première démarche de pouvoir être accompagné, c'est très compliqué, effectivement, à suivre. Après, à nous et les collègues aussi, hein, à nous de lui proposer des solutions et de voir ensemble ce qui peut être mis en place. Alors, effectivement, aujourd'hui, on le sait à l'université, comme voilà, chez l'employeur public, on a une certaine tension au niveau des emplois, c'est très, très compliqué. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a quelques difficultés à recruter parce que
une grande majorité des personnes en situation de handicap qui viennent chez nous sollicitent souvent des temps partiels. Et nous, à l'université, le temps partiel, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui. On est plutôt sur des temps pleins. Donc, c'est ce qui explique aussi nos difficultés à trouver des bons profils à recruter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où l'agent a fait la démarche de venir vers nous et d'exprimer en fait ses difficultés, l'agent ou la structure ou le responsable, parce que la porte est ouverte, hein, donc le responsable peut aussi venir nous rencontrer et expliciter un peu quels sont voilà, ce à quoi il a à faire face. À ce moment-là, comme je l'ai dit, il y a une équipe pluridisciplinaire hein, qui est là pour prendre en charge l'agent et mettre en place et tenter de mettre en place des solutions. Une des solutions sur laquelle nous nous appuyons beaucoup aujourd'hui, c'est le fait de faire appel à notre partenaire Cap Emploi via ces prestations d'appui spécifiques et notamment via des pratique beaucoup à Cap Emploi aussi la sensibilisation. Voilà. Donc ça nous permet aussi d'apporter un œil extérieur à l'établissement, hein, à l'employeur, qui vient analyser un petit peu la situation de travail. On appelle ça, donc, les études de poste, c'est ce qu'on appelle des EPAS, voilà, qui sont plus longues et qui viennent analyser non seulement la situation au travail, la situation physique au travail, mais aussi de manière générale l'organisation du travail. Et via ce biais-là, on arrive quand même parfois à trouver des solutions en concertation avec les responsables pour tenter d'aménager. Cette sensibilisation, elle se fait aussi auprès des collègues, auprès de la structure. Elle est tout à fait envisageable. Je vais vous donner un exemple, c'est toujours plus parlant. Moi, j'accompagne un agent qui souffre de troubles bipolaires. Voilà, depuis des années. Il travaille à l'université depuis quelques années. Il a d'ailleurs bénéficié, lui, d'une entrée sans concours, réservée aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il a été titularisé, et aujourd'hui titularisé. Et effectivement, alors, on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. La situation de handicap, c'est vraiment la rencontre entre l'altérité et l'environnement. Ce monsieur n'avait pas eu de difficultés particulières sur son travail pendant quelques années. Un jour, la direction change. Sa responsable administrative change. Et cette responsable administrative, malheureusement, je pense qu'elle n'avait pas complètement saisi, mais c'est aussi un manque d'information, en fait, un manque de connaissance des incidents de cette pathologie. Quelques difficultés sont ressorties, donc l'agent est revenu vers moi hein, à ce moment-là, et à ce moment-là, on a mis en place une passe spécifique avec Cap Emploi. Donc, on se fait Cap Emploi, en fait, a la possibilité de faire appel à des structures comme Andamos ou à Réinsertion, qui sont spécialisées sur ces pathologies. Donc, cette structure est venue rencontrer l'agent sur son poste de travail et on a sensibilisé avec ces experts, on a resensibilisé, on va dire, toute l'équipe et la responsable. Donc, après, il y a des choses qui peuvent être mises en place qui sont simples, en fait, notamment sur ces troubles-là. Ça va être identifier tout ce qui, en fait, crée du stress, cette personne-là. Donc, on va retravailler sur sa fiche de poste, on va identifier les missions que l'on peut peut-être voir autrement. Voilà. On bénéficie aussi d'un soutien, on va dire, un peu particulier de son manager qui a accepté de le rencontrer une fois par semaine. Ça a bien cadré. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est au niveau de l'organisation. Effectivement, souvent, j'aimerais bien avoir une baguette magique et pouvoir régler tous les problèmes de diversité, notamment quand il y a des soucis avec les managers. Bon, il y a quelques solutions qui existent aujourd'hui, elles se développent de plus en plus. À nous aussi de les faire connaître, voilà, et notamment auprès des managers qui, effectivement, relèvent voilà, des incidents, on va dire, dans leur équipe. Oui, juste. Non, on a compris les applaudissements. Tout le monde a faim. Non. Juste un petit mot pour finir, pour aller dans ton sens, c'est de dire qu'en fait, on remarque s'il n'y a pas l'ensemble dans un système, une structure, s'il n'y a pas l'ensemble, au moins la majorité qui est au fait de ce qui se passe, est sensible, va dans le même sens, en général, on s'épuise. Et c'est là que certaines personnes sont épuisées. Ça peut être
des professeurs, ça peut être, là, on parlait tout à l'heure des SECPA, au collège, lycée, nous, parfois, ici, à l'université, ça peut être aussi dans les structures de soins. Il faut une majorité de personnes, c'est l'intelligence collective, il faut qu'une majorité de personnes soient sensibles, formées, informées et aillent dans le même sens. Sinon, c'est souvent vain et c'est chacun dans son petit coin, essaye de faire, et ça, c'est épuisant, et on peut aller jusqu'au burn-out. Je crois que ces éléments de conclusion de la matinée, ça servira d'éléments de conclusion de la matinée, parce que là, je pense que les étudiants qui seront demain en entreprise, qui devront faire un métier qui sera la prévention des risques professionnels, s'ils sont tout seuls, c'est le même risque qui court. Donc, la prévention est, parce que vous venez d'évoquer, valable pour la prévention en général. Il faut pouvoir, d'une part, agir en pluriarité, d'autre part, s'appuyer sur une ligne managériale porteuse et sensible au sujet. Nous allons clore la matinée. Nous remercions nos 5 intervenants, donc Laurent, Cécile, Anaïs, Nathalie, Karine et Eric. Merci beaucoup. On se retrouve à 14h. Le premier film de l'après-midi, personne n'est trouvé une figure.